Je vais commencer cette vidéo en n'y allant pas de main morte. Je vais m'avancer en disant que Hybris Disordered Cosmos a le potentiel, un jour peut-être, de terminer dans mon top 10 des meilleurs jeux de société sur la planète. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, oh que je suis excité de vous faire la présentation de Hybris, ce jeu que je surveille depuis un bon moment. Dès que les premières images ont commencé à circuler, je vous en avais parlé dans mon Quoi Neuf qui est sorti il y a de cela quelques jours, mais j'en avais déjà parlé dans un Quoi Neuf qui remonte à il y a déjà quelques mois. Donc aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à monsieur Damien Chauveau, qui est le cerveau derrière ce monstre, ou du moins l'un des cerveaux derrière ce monstre, comme il aime bien l'appeler, qui a été assez courtois pour m'envoyer une copie du prototype pour que je puisse vous en parler. Alors prenez cette information en note. Tout ce que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui est le fruit d'un prototype et sujet à changement. Vous devez savoir que le mandat, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à jouer. Vous ne terminerez pas cette vidéo en étant prêt à vous lancer dans ce monstre. Non, ensemble, nous allons regarder plutôt, pour commencer aujourd'hui, les mécanismes principaux du jeu, quel est son objectif, comment est-ce qu'on peut gagner, quelle est la structure d'une manche, d'un air. C'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui pour commencer. Pourquoi? Parce que je serai probablement de retour dans une autre vidéo un peu plus précise pour m'attaquer à différents emplacements. Comme vous allez le voir dans quelques instants, le jeu est gigantesque. On a 7 lieux principaux où on peut faire différentes actions. Donc dans la seconde vidéo, je pourrai vous expliquer chacun des lieux plus en détail à la lumière de ce que vous saurez déjà dans cette vidéo. La seconde ne sera que complémentaire et peut-être, qui sait, reviendrai-je dans une troisième vidéo pour vous parler de tout l'aspect asymétrique du jeu, les plateaux des joueurs, les divinités et tout ça. Mais bref, trêve de blabla, laissez-moi terminer en vous donnant quelques informations. Il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs qui sera sur Kickstarter à la fin juin. Je n'ai pas de date officielle à vous donner en date d'aujourd'hui, mais ce sera à surveiller. Vous pouvez également suivre le projet sur la page Facebook du même nom, Hybris Disordered Cosmos, pour en apprendre davantage sur toutes les informations pertinentes en lien avec l'approche du Kickstarter. Donc oui, il sera possible d'y jouer à 3 joueurs, à 4 joueurs, un mode duel à 2 joueurs, mais également en mode solitaire. Sans plus attendre, allons plonger tête première dans le monstre. Alors, comme vous le constatez, c'est du jamais vu. Ma table ici, qui bien qu'elle n'est pas gigantesque, est complètement rempli du plateau central. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le plateau central. Vous avez un petit aperçu dans le coin ici d'un plateau individuel de joueurs. Ce jeu est monstrueux et c'est pourquoi j'ai dû reculer le plus possible ma caméra pour être en mesure de vous donner un aperçu global de ce qui se passe dans ce jeu, ce qui fait en sorte que vous n'aurez pas une vision, du moins pour l'instant, rapproché de chacun des lieux, ce qui fait en sorte que la prochaine vidéo que je vais présenter sera encore plus pertinente. On s'approchera davantage de chacun de ces lieux et on les étudiera en détail. Mais pour aujourd'hui, je vais prioriser la vue d'ensemble et je vais essayer d'approcher certaines composantes pour vous donner un aperçu un peu plus rapproché. Alors, Hybris se compose de 6 aires, 6 manches dans laquelle les joueurs vont effectuer différentes actions. La partie peut prendre fin de 2 façons différentes. La première, à la fin de la 6e manche, c'est la fin de la partie. On consulte la piste de pointage, le joueur avec le plus de points est déclaré grand vainqueur. La deuxième circonstance, c'est si un joueur réussit à développer ses 6 améliorations sur son plateau principal. Alors vous aurez
un plateau comme celui-ci, un plateau individuel qui sera rempli d'une panoplie de composantes. Je pourrais vous donner un exemple dans quelques instants sur l'autre caméra, mais vous voyez ici qu'il y a du texte. D'ailleurs, présentement, le jeu est en français puisqu'il a été conçu, créé par quelqu'un dont c'est la langue première. Alors, très bien comme prototype en français, c'est de grande qualité. Alors, si un joueur réussit à débloquer ces 6 améliorations, il met également fin à la partie. Donc, l'objectif du jeu sera donc d'essayer de récupérer le plus de points de victoire pendant ces 6 manches. De retour au plateau principal, laissez-moi vous donner justement un exemple du plateau individuel des joueurs. Alors ici, on a le plateau de Poséidon. Donc chacun de ces plateaux est hautement asymétrique, mais composé des mêmes éléments globaux, disons-le ainsi. Vous remarquez donc qu'il y a sur ce plateau différentes informations. Il y a des pistes, il y a des petits cubes, il y a des temples, il y a également des petits standees de personnages qui sont déjà en place. Et dans le bas complètement du plateau, juste ici, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, il y a une valeur dans une pièce d'or. J'en échappe mon héros, alors c'est Thésée qui vient de s'échapper. Cette valeur dans la pièce d'or est votre indicatif de grandeur. Ça nous indique à quel point votre Olympien est grand dans la Grèce antique au début de la partie. Alors, selon cette valeur, on va comparer la valeur de chacun des Olympiens. Par exemple, Zeus a une valeur de 1, Poséidon une valeur de 3, Athéna une valeur de 5 et Hadès une valeur de 7. On va donc placer nos marqueurs sur la piste de grandeur juste ici. Celui avec la valeur la plus basse va être en première place sur la piste et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne notre joueur avec la valeur la plus élevée en dernière place sur la piste de grandeur. Mais à quoi sert cette piste? Ce n'est pas nécessairement la piste qui va déterminer l'ordre de tour, quoique un peu en même temps. En fait, cette piste va simplement nous aider à déterminer qui sera le premier joueur à décider quand il va jouer et quel pouvoir il décide d'utiliser ou d'avoir accès dans son tour. Donc, une fois que ça c'est fait, que la mise en place est effectuée autour de du plateau, on est prêt à débuter la partie. La première phase de jeu est celle de pilier divin. Vous voyez ici 3 cartes de valeur 1, 2 et 3, et ici 3 autres cartes de valeur 4, 5 et 6. À leur tour, les joueurs, en commençant par celui qui est en première place sur la piste de grandeur, va choisir l'une de ces cartes à laquelle il aura accès pendant tout son tour, pendant toute la manche. Ensuite, le deuxième joueur va faire la même chose, mais avec les cartes restantes. Lorsqu'on récupère une carte, il y a 3 informations pertinentes à prendre en considération. Je vous montre un aperçu un peu plus rapproché. Juste ici, au centre de la carte, nous avons une valeur. Alors, ces valeurs seront pertinentes pour déterminer l'ordre de tour. Plus la valeur est basse et plus on s'assure de jouer en premier. Par la suite, la partie supérieure de la carte nous fait état d'un bonus ou d'une opportunité que le joueur pourra utiliser à son tour lorsqu'il va jouer son dieu à quelque part sur le plateau. Et dans le bas de la carte, nous avons un bonus pour les autres joueurs. Alors, lorsque le joueur va faire l'utilisation de sa carte de pilier divin, il va bénéficier d'un bonus pour lui-même, mais il va par contre donner un avantage à ses adversaires. Donc une fois que tous les joueurs ont récupéré l'une de ces cartes, ils vont les placer près de leur plateau individuel et on sera prêt à passer à la deuxième phase. Pour la deuxième phase, laissez-moi rapprocher un peu notre plateau individuel de Poséidon. Donc normalement ce plateau ne serait pas en plein monde des mortels juste ici, mais je tiens à ce que vous l'ayez sous les yeux pour cette phase. Donc ce que vous avez vu, c'est ce qui est bloqué en début de partie. Par contre, les joueurs auront également accès à un prophète de départ
à un héros, dans ce cas-ci Triton, ainsi qu'à leur dieu. Alors, présentement, le dieu ici, c'est Poséidon. Il est sous forme de standees. Vous devez savoir que dans la campagne Kickstarter, il y aura certainement des figurines qui vont remplacer les standees, du moins pour les divinités, afin de les distinguer plus facilement, et en plus, elles sont magnifiques. Alors, ces 3 personnages sont ceux auxquels le joueur a accès en début de partie. La deuxième phase, donc, une fois qu'on a récupéré nos cartes de piliers divins, c'est la phase de planification. Les joueurs vont avoir 8 jetons lieux comme ça devant eux. Il y a 7 lieux différents ainsi que le plateau central. Donc 7 lieux total différents où les joueurs peuvent envoyer leurs personnages. Mais on a 2 jetons pour le monde des mortels juste ici. À leur tour, de façon secrète, les joueurs vont planifier leurs actions. Alors, ils vont décider, par exemple, d'envoyer leur prophète voir l'oracle. Je vais prendre le jeton qui est indiqué oracle. Je vais le mettre sous mon personnage et par exemple je pourrais décider d'envoyer mon héros à la forge. Je vais faire la même chose pour mon héros. Le dieu juste ici n'a pas besoin d'avoir une destination prescrite parce qu'il peut aller où il veut, quand il veut. C'est un dieu après tout. Un dieu en devenir du moins. Vous devez également savoir que les héros et les prophètes, les personnages, lorsqu'on leur assigne des lieux, n'ont pas besoin d'être payés instantanément. Par contre, lors de la 3e phase, parce que là, la phase de planification est faite pour tous les joueurs, la 3e phase, les joueurs à tour de rôle devront choisir l'un de leurs personnages, que ce soit leur prophète, leur héros, leur dieu, et l'envoyer dans le lieu qu'ils ont planifié si c'était un prophète ou un héros, ou dans n'importe quel lieu s'ils choisissent leur dieu. Par contre, s'ils choisissent leur prophète ou leur héros, ils doivent payer un Aegis. L'Aegis, c'est un peu comme une forme de monnaie, c'est une puissance divine dans cet univers qui est tiré à même les primordiaux, qui sont des dieux infiniment puissants qui ont été enfermés. Alors, pour chaque action qu'on désire effectuer avec notre personnage, lorsqu'on décide de le déployer, on doit payer un Aegis. Alors, il est recommandé, lors de la phase de planification, en guise de rappel, de placer ces petits cristaux à côté de vos personnages pour vous souvenir, mais ça ce n'est qu'un truc, que vous allez devoir les payer. Donc 3e phase, celle d'action, on choisit n'importe lequel de nos personnages. Par exemple, Triton, je paye l'Aegis qui est demandé, si je décide de le déployer, bien évidemment. Et je vais envoyer mon personnage à la forge qui est juste ici. Alors, comment ça fonctionne? Dans la plupart des endroits, c'est qu'on a des emplacements, parfois communs, parfois individuels. Lorsqu'on place notre personnage dans ce lieu, il y a souvent un bonus d'emplacement. On effectue le bonus de l'emplacement immédiatement, on récupère ce qui nous est dû, et ensuite, on peut choisir l'une des actions qui se trouve dans ce lieu. Une fois que c'est fait, notre jeton lieu doit être mis dans la section des lieux utilisés. Vous aurez compris la subtilité, c'est qu'au prochain tour, on n'aura pas tout de suite accès à ce jeton lieu. Alors la forge, je viens de l'utiliser. À moins d'un changement de situation, je ne pourrai pas la réutiliser lors du prochain tour. Il y a donc beaucoup de planification à faire. Et une fois que mon action est complétée, ce serait un autre joueur d'effectuer la même chose jusqu'à ce qu'on fasse le tour de la table, que ça revienne à mon tour. Je pourrais décider d'envoyer mon dieu dans n'importe quel des lieux qui s'offrent à moi. Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de payer d'Aegis parce que c'est un Olympien après tout. Par contre, la subtilité, lorsqu'on envoie notre dieu dans un lieu, c'est qu'on doit obligatoirement jouer notre carte de pilier divin. Cette carte, on se le rappelle, nous statuait l'ordre de tour, mais nous donne également un avantage bien puissant et précis. On peut donc jouer cette carte avant, pendant ou après le déploiement de notre dieu. On va donc récupérer le bonus qui est inscrit juste en haut et on va donner l'avantage qui est inscrit en bas à tous les autres joueurs, ce qui va toujours les avantager.
Alors ça, c'est pour la troisième phase. On continue comme ça jusqu'à ce que tous les personnages aient été déployés dans différents endroits. Les jetons utilisés, l'oracle est plutôt ici. Alors une fois que les jetons ont été placés ici, que tous les joueurs ont effectué leurs actions, on passe à la quatrième phase qui est la phase de fin d'âge, la phase de clean-up où est-ce qu'on récupère nos personnages. On doit également replacer les cartes de piliers divins dans la réserve pour préparer la prochaine manche. On avance le marqueur. Il est possible de subir des attaques de primordiaux. Alors les primordiaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les grosses créatures dont je vous parlais tantôt qui vont apparaître ici. Ils vont, à toutes les fois qu'ils apparaissent, lancer leur courroux, une malédiction, une situation qui va toucher la plupart des joueurs de façon négative. Et nous allons également prendre les jetons des lieux utilisés et on va les mettre dans l'emplacement des lieux indisponibles juste ici. Ce n'est qu'au prochain tour qu'on pourra prendre ces jetons et les reprendre en main. Alors, ce que je viens de vous expliquer rapidement, de façon sommaire, en restant à la surface, c'est un peu les mécanismes principaux du jeu, la planification, le placement d'ouvriers. Évidemment, on n'a pas couvert les lieux encore. Je ne vous ai pas parlé de comment on peut débloquer notre plateau personnage, les pouvoirs, la gestion des combats également, parce que oui, il y a des affrontements. Alors évidemment, comme je vous le disais, j'ai à peine effleuré la surface du jeu. Je ne vous ai pas parlé des autres personnages non plus, comme vous avez ici le plateau d'Athéna, le plateau d'Hadès, et laissez-moi terminer en vous montrant juste ici le plateau de Zeus qui est pratiquement mis en place. On n'a simplement pas encore les personnages qui sont placés, mais j'aimerais bien dans les prochaines vidéos, les vidéos à venir, m'attarder davantage aux mécanismes, aux endroits précis. Alors si c'est une vidéo ou un format qui vous intéresse, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Laissez-moi des commentaires également si vous avez des questions bien précises. Je sais que vous allez en avoir. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de la vidéo n'était pas de vous apprendre à jouer, mais plutôt de piquer votre curiosité, vous montrer un peu le principe du jeu. Alors laissez-moi vos questions dans la section commentaires, j'y répondrai du mieux que possible. Laissez-moi des suggestions également pour des aspects que vous voudriez que je touche lors des prochaines vidéos que je vais produire sur celui-ci. Et finalement, considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Surveillez celle-ci parce que d'ici peu, je vais vous produire ou je vais vous proposer plutôt une nouvelle vidéo sur Ibris Disordered Cosmos. Mais d'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.